Bonjour, salam alaikum, ça va, vous allez bien? Alors je suis le professeur Hassan Sarh, donc on va reprendre le cours. Donc ça va être la séance numéro combien? Ça va être la séance numéro 5. Et donc je vais reprendre là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et donc la dernière fois nous avons vu comment on calcule la quantité de chaleur donc reçue ou bien perdue par un système thermodynamique. Nous avons vu qu'il y a deux types de chaleur, soit la chaleur sensible, qui correspond à une seule phase. Donc pour une augmentation de température, si vous êtes dans une seule phase, une phase solide, une phase liquide, une phase gazeuse. Nous avons vu aussi ce que c'est la chaleur latente. La chaleur latente, c'est la chaleur nécessaire pour faire passer un système thermodynamique depuis une phase à une autre phase. Phase solide vers la phase liquide vers la phase vapeur. Et que cette transition doit toujours se faire à la même température. Et la quantité de chaleur nécessaire pour cet effet s'exprime sous forme la masse fois L. L s'appelle la chaleur massique ou bien l'énergie massique associée à ce changement d'état. Nous avons traité un exercice d'application qui vous permet de bien comprendre comment il faut faire pour calculer l'énergie massique, cette chaleur latente et cette chaleur latente et la chaleur sensible. Donc c'est là où nous étions arrivés la dernière fois. Alors maintenant je vais passer à quelque chose qui est très important pour la suite, c'est la variation de l'énergie interne. Alors l'énergie interne, vous la connaissez, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Donc l'énergie interne d'un système, c'est l'énergie qui se trouve à l'intérieur au niveau des particules sous forme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors l'énergie cinétique, bien évidemment, il est liée à la vitesse. Si vous avez une particule de masse m, son énergie cinétique c'est 1/2 mv au carré. Alors pourquoi il y a l'énergie cinétique? Parce que les particules à l'échelle microscopique, ils sont toujours en mouvement. À une température T, le matériau est toujours porté à une température T. Le système thermodynamique, il est toujours porté à une température T. Et donc cette température T, elle apporte une énergie qui s'appelle l'énergie d'agitation thermique. Et bien cette énergie-là, il permet de faire bouger les particules macroscopiques qui sont les électrons, les protons et tout ce que vous avez à l'intérieur, les ions, les molécules, les atomes. D'accord? Et donc il y a une énergie cinétique, ça veut dire il y a une énergie thermique, il y a une énergie cinétique. Et puisqu'il y a des charges électriques positives et des charges électriques négatives dans le système, les charges électriques négatives par exemple les électrons, les ions, les charges positives par exemple les protons et les ions aussi, et donc il va y avoir une interaction électrostatique. Et bien cette interaction électrostatique, ça vous donne une énergie potentielle. Alors maintenant, on s'intéresse à la variation de l'énergie interne. Vous avez un système thermodynamique qui peut échanger de l'énergie sous forme de chaleur ou bien sous forme de travail avec le milieu extérieur. On veut le faire passer depuis d'un système d'un état initial 1 vers un état initial 2. Ça veut dire l'état initial représenté par la température T1, pression P1, volume V1, vers un état final représenté par une pression P2, température T2, volume V2. Donc on passe de T1 à T2, n'est-ce pas? On passe de T1 à T2,
Donc, puisque la température elle a changé, donc les vitesses des électrons ils vont changer, ça veut dire que l'énergie cinétique ils vont changer, peut-être les positions des charges il va changer, donc l'énergie interne dans sa globalité il va changer. Donc l'énergie interne à l'état final que je vais appeler grand U2 serait différente de l'énergie interne du système dans son état initial que je vais appeler U1. Et donc je m'intéresse à la variation de l'énergie interne. L'énergie interne finale U2 moins l'énergie interne initiale U1, delta U. Je vais appeler ça delta U. C'est l'énergie interne dans l'état final moins l'énergie interne dans l'état initial. Comment on peut faire pour calculer cette variation d'énergie interne et quelle est la relation entre l'énergie interne delta U et le travail échangé par le système lorsqu'on passe de l'état initial à l'état final, et aussi quelle est la relation avec la quantité de chaleur Q échangée par le système lorsqu'on le fait passer de l'état initial à l'état final. Et bien la réponse se trouve dans... Avant de donner la réponse, on va d'abord définir quelque chose qui est très important, qui s'appelle la loi de Joule. Alors, la loi de Joule, on parle de la loi de Joule si vous avez un gaz parfait. Et bien si vous avez un gaz parfait, et bien son énergie interne ne dépend que de la température. Donc l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et donc si vous avez une transformation isotherme qui se fait à une température constante, donc vous passez de l'état initial 1 à l'état final 2, c'est quoi delta U? C'est U final. Delta U, c'est U final moins initial. Mais I final pour le gaz parfait, il ne dépend que de T final. I initial, il ne dépend que de T initial. Et comme la température il est constante, nous parlons d'une transformation isotherme. Donc U de TF est égal à I de TI, puisque TF est égal à TI. Et donc cette différence, ça va donner 0. C'est-à-dire que la variation de l'énergie interne pour un gaz parfait, si vous avez une transformation isotherme, ça doit donner 0. L'énergie interne, c'est une fonction d'état. Ça, j'avais déjà parlé de ceci. Dans mes séances précédentes, j'avais déjà expliqué, j'avais déjà annoncé qu'il y a 3 fonctions d'état en thermodynamique et que ces fonctions d'état, leur variation ne dépend pas du chemin suivi. Leur variation dépend seulement de l'état initial et de l'état final. Et j'avais cité 3 exemples de fonctions d'état: l'énergie interne U, l'entropie S et l'enthalpie H. Et donc le delta U ne dépend pas du chemin suivi. Si je passe d'un état initial vers un état final, le delta U il est le même. Delta U pour passer de l'état initial A à l'état final B, donc c'est U à l'état final moins I à l'état initial. C'est une constante quel que soit le chemin. Vous passez de A à B par une transformation isotherme, adiabatique, je ne sais pas quoi, et bien ça va donner la même valeur. Il ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et donc dans ce cas, on dit que U c'est une fonction d'état. Ça veut dire qu'il ne dépend que de l'état initial. La variation, il ne dépend que... La variation de U ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et bien ici vous avez ce que je viens de dire, c'est on travaille dans le diagramme P, pression en fonction du volume, le diagramme de Clapeyron. Vous avez l'état initial, il est là, l'état final, il est là. Je peux passer de l'état initial à l'état final par 3 chemins: le chemin numéro 1, le chemin numéro 2 et le chemin numéro 3. Et bon, donc delta U entre A et B qui est égal à UB moins UA,
C'est la même chose si vous passez par le chemin 1. C'est la même chose si vous passez par le chemin 2. C'est la même chose si vous passez par le chemin 3. C'est ce que je représentais ici. Delta U suivant le chemin 1, c'est égal à delta U suivant le chemin 2, c'est égal à delta U suivant le chemin 3. C'est-à-dire que delta U ne dépend pas du chemin suivi. Alors, mais la question qu'on se pose, quelle est la relation entre delta U et le travail échangé par chaque transformation et la quantité de chaleur échangée au cours de chaque transformation? Parce que si je passe de A jusqu'à B, il y a un travail accompli. Il y a une quantité de chaleur échangée. La même chose, si je passe de A vers B en suivant le chemin 2, il y a un travail qui est accompli et une quantité de chaleur accomplie. Et la même chose, si je passe de A vers B en suivant le chemin numéro 3, il y a un travail qui est accompli et une quantité de chaleur qui est accomplie. Alors la séance passée, j'avais déjà expliqué que le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Pourquoi? Parce que le travail que vous allez calculer sur le chemin 1, il est différent du travail que vous allez calculer sur le chemin 2, et il est différent du travail que vous allez calculer sur le chemin 3. Le travail, ce n'est pas une fonction d'état. La même chose, la quantité de chaleur, ce n'est pas une fonction d'état. La quantité de chaleur que vous allez calculer suivant le chemin 1 serait différente de celle que vous allez calculer suivant le chemin 2 et encore différente de celle que vous allez calculer suivant le chemin 3. Donc ici, d'une part, vous avez l'énergie interne, c'est une fonction d'état, delta U qui est égal à IB moins IA, ne dépend pas du chemin suivi, mais d'autre part, vous avez le travail et la quantité de chaleur, eux, ils dépendent du chemin suivi. Mais il doit y avoir une relation entre delta U, W et Q. Alors, si vous avez un cycle, donc l'état final et l'état initial se confondent. Voici l'état initial. Je vais partir, je reviens à l'état initial. Donc ici, l'état initial et l'état final, ils sont confondus. Et donc, ça veut dire qu'A, il est confondu à B. Ça veut dire que vous prenez le B et vous le ramenez sur le point A. Ça veut dire A, il est confondu à B. Donc, vous allez avoir UA moins UA. Donc, vous avez toujours delta U. Delta U pour un cycle, c'est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que delta U, nous avons dit, il ne dépend pas du chemin suivi. Et comme l'état initial est confondu de l'état final avec l'état final, donc ça doit donner 0. Alors le premier principe de conservation pour un système fermé, alors ce que je vais annoncer là, ça concerne un système fermé. Un système fermé, je rappelle que vous avez plusieurs types de systèmes. Le système, il peut être fermé, il peut être ouvert, il peut être isolé. Fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire la matière ne peut pas sortir à l'extérieur. Il n'y a pas échange de matière. Mais il peut y avoir échange d'énergie. Il peut y avoir échange d'énergie sous forme de chaleur et de travail. Alors, c'est quoi le delta U? Eh bien, le delta U, pour un système fermé, pour passer de l'état initial 1 jusqu'à l'état initial S, c'est tout simplement la somme de la quantité de chaleur et le travail échangé par le système au cours de cette transformation. Cette relation-là, il exprime ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Alors là, c'est très important. Si vous regardez une transformation qui vous fait passer de A vers B, le delta U ne dépend pas du chemin suivi. Mais le travail et le Q, ils dépendent du chemin suivi. D'accord? Donc dans cette équation-là, vous avez delta U ne dépend pas du chemin suivi. Pourquoi? Parce que U, c'est une fonction d'état. Mais Q et W ne sont pas des fonctions d'état. Leur variation Q et W pendant le passage de l'état initial et à l'état final F, Q et W, ils dépendent
il dépend du chemin suivi. Mais si vous faites la somme, de Q et de W, ça vous donne quelque chose qui ne dépend pas. Ça vous donne delta I. D'accord? Ça vous donne delta I. Donc Q, il dépend du chemin suivi. En conclusion, Q, il dépend du chemin suivi. W, il dépend du chemin suivi. Mais Q plus W, qui représente delta I, ne dépend pas du chemin suivi. D'accord? Voilà. Alors avant de passer à la suite, donc on va faire un exercice d'application pour travailler un peu cette équation, ou bien cette relation qui s'appelle donc le premier principe de la thermodynamique. Alors, tenez quand même que cette relation est valable pour un système fermé. Un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Si vous avez un système qui échange de la matière avec l'extérieur, ça veut dire si vous avez un système ouvert, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire delta I est égal à Q plus W plus quelque chose. Plus quelque chose qui traduit le fait qu'il y a la matière qui peut sortir. Mais dans votre cours cette année-là, dans ce module-là, on va nous intéresser seulement au système fermé. Donc les systèmes ouverts sont exclus dans ce programme. Alors un exercice, je vais considérer un mélange R plus essence. Alors R plus essence est un gaz que nous allons assimiler à un gaz parfait. Donc il va subir une transformation d'un état initial 1 vers un état final 2 suivant trois chemins. Trois chemins A, B et C. Donc c'est comme ce que vous avez ici. Donc A vers B, le chemin 1, le chemin 2 et le chemin 3. D'accord? Donc on va faire passer un système thermodynamique qui est représenté par un mélange air essence que nous allons considérer comme étant un gaz parfait et nous allons le faire passer de l'état initial 1 à l'état final 2 par trois transformations. La première transformation numéro A, c'est une transformation isobar puis isocore. Donc il va être isocore puis isobar. Isocore, ça veut dire quoi? Ça veut dire se fait à volume constant. Ensuite, isobar se fait à pression constante. La deuxième transformation, il est isobar puis isocore. Donc, on va commencer par une transformation qui se fait à pression constante et on va terminer par une transformation qui se fait à volume constant pour arriver à l'état final 2. Et la troisième transformation, c'est une transformation telle que P fois V est égal à une constante. P fois V égale à une constante, ça veut dire que c'est une transformation isotherme. Pourquoi? Parce que vous aviez un gaz parfait. Nous savons que P fois V est égal à nRT. Le système il est fermé, donc il n'y a pas échange de matière. Ça veut dire que le petit n, qui est le nombre de moles, il va rester constant. Donc si PV égale à une constante, ça veut dire petit n fois R fois T constant. Système fermé est une constante, R c'est une constante, donc ça va rester quoi? Ça va rester T constant. T constant, ça veut dire qu'il s'agit ici d'une transformation isotherme. Alors on vous donne quelques indications. Pour l'état initial 1, vous avez la pression 1, c'est 1 bar, et le volume V1, c'est 3 litres. Pour l'état numéro 2, vous avez la pression P1, c'est 3 bars, et le volume V2, ici corrigez ça, c'est le volume V2, égal à 1 litre. Alors bien évidemment, pour les applications numériques, il faut travailler dans le système international des unités. Donc le bar, il faut l'exprimer en pascal. Le litre, qui est un volume, il faut l'exprimer en mètre cube. Alors je rappelle qu'un bar, c'est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Un litre, c'est combien un litre? C'est 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Donc 1 litre, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. D'accord? Alors, il y a trois questions. Représenter les trois transformations en coordonnées de Clapeyron. Ça veut dire qu'il faut représenter la transformation A, B, C dans le diagramme Clapeyron. Ça veut dire P en fonction de V. Pression en fonction de V. Ensuite, calculer le delta U entre l'état 1 et l'état 2. Alors ici, vous avez delta U entre l'état 1 et l'état 2, mais vous avez trois chemins.
Alors bien évidemment, comme on sait que delta I ne dépend pas du chemin suivi, vous avez le droit de choisir de calculer delta I soit dans le chemin 1, soit dans le chemin 1, soit dans le chemin 2, soit dans le chemin 3. Le plus simple, utilisez le chemin le plus simple. D'accord? Ensuite, on vous demande de calculer le travail dans les trois cas. Le travail échangé dans la transformation 1, dans la transformation 2 et dans la transformation 3. Ensuite, vous allez écrire que delta I est égal à W plus Q. Delta I, vous le connaissez ici. Le travail pour chaque transformation, vous allez le déterminer ici. Et donc, en utilisant le premier principe de la thermodynamique, si vous connaissez delta U et si vous connaissez W, vous pouvez déduire Q en écrivant que Q est égal à delta U moins W. Et donc, c'est ce qu'il faut faire ici pour déduire les échanges, les chaleurs échangées. Les chaleurs échangées, ça veut dire les quantités de chaleur Q. Alors, on vous dit, est-ce qu'ils sont reçus ou cédés par le système? Alors là, je rappelle que une quantité de chaleur bien travaillée, les reçus, c'est les positifs. Et les négatifs, c'est les négatifs et on dit qu'il est cédé. Ou bien il est donné à l'extérieur. Ou bien il est fourni à l'extérieur. Et donc, vous avez ici le diagramme de Clapeyron. La transformation A, elle est là. Je commence par l'état. Alors, l'état 1, il a un volume plus grand. Le volume de l'état 1, c'est 3 litres. Le volume de l'état 2, c'est 1 litre. Donc, le volume V1, il est supérieur à V2. V1, c'est 3 litres. Et V2, c'est 1 litre. Les pressions, vous avez les pressions ici. La pression P1, c'est 1 bar. Et la pression P2, c'est 3 bars. Donc, P1, il est inférieur à P2. Donc, ici, vous corrigez ici. Ça, c'est P2. Ça, c'est P2. Et ça, c'est V2. Vous corrigez ça. Et donc, l'état initial 1, il est représenté par V1 est égal à 3 litres. Et par P1 est égal à combien? Ici, P1 est égal à combien? Est égal, vous corrigez ça aussi, ça c'est P1 est égal à combien? 1 bar. L'état numéro 2, il est là. Il est représenté par un volume V2 est égal à 1 litre. Et par une pression P2, ça c'est P2, est égal à combien? 3 bars. Alors la première transformation, on a dit qu'il est isocore, puis isobar. Donc je vais commencer de l'état initial 1. Isocore, ça veut dire se fait à volume constant. Puis isobar, ça veut dire qu'il se fait par la pression constante. Donc j'arrive, je passe de l'état 1 à l'état 2, suivant le chemin A, en suivant d'abord une transformation isocore, se fait à volume constant, suivi d'une transformation isobar qui se fait à pression constante. Ça, c'est la transformation A. Maintenant, la transformation B. La transformation B, la deuxième transformation B, on veut dire qu'il est d'abord isobar, puis isocore. D'abord isobar, puis isocore. Donc, je suis là. Je vais commencer par une transformation isobar. Ensuite, pour arriver à l'état 2, je vais continuer par une transformation isocore. Donc, tout ça c'est la transformation numéro 2. Tout ça, c'est la transformation A, numéro 1. Et on fait la transformation numéro C, ou bien troisième transformation. Il se fait à PV constant, ça veut dire que c'est une transformation isotherme. Et donc, si vous avez une constante ici, à quoi est égal P? P est égal à une constante sur V. P est égal à une constante sur V. V, vous l'avez sur l'axe des X. P, vous l'avez sur l'axe des Y. Et vous avez donc P est égal à quoi P? P est égal à quoi? C'est égal à une constante divisée par V. Donc c'est comme si vous avez f de x est égal à une constante sur x. Une fonction f de x est égal à une constante sur x, vous avez quelque chose qui diminue comme ça. C'est une fonction décroissante qui est comme ça. Bon, ici, c'est pas une droite, c'est quelque chose qui est plutôt comme ça. D'accord? Ça, c'est juste pour une simplification. Mais normalement, la vraie représentation, ça doit être quelque chose, une parabole comme ça. Comme ça. Et donc, voici la transformation A. Tout ça, c'est la transformation A. Ça, c'est la transformation C.
Et tout ça, c'est la transformation, quoi B. Alors la première question vous demande de calculer delta U. Alors ici, vous allez utiliser le premier principe de la thermodynamique. Vous allez utiliser le fait que U, c'est une fonction d'état. Delta I ne dépend pas du chemin suivi. Donc vous avez le droit de calculer delta I soit suivant le chemin 1, soit suivant le chemin 2, soit suivant le chemin 3. Mais comme vous avez ici le chemin 1, c'est une transformation isotherme. Et donc il vaut mieux le calculer suivant le chemin C. Et dans ce cas, delta I suivant le chemin C, c'est I final moins I initial. Et comme la transformation est isotherme, donc T final est égal à T initial. Donc T2 est égal à T1. Et T2 est égal à T1, ça veut dire que delta U est égal à combien? C'est égal à 0. Delta U, vous utilisez cette relation-là. Vous utilisez la loi de Joule. La loi de Joule, delta I pour une transformation isotherme, c'est égal à 0. Alors ici, on va le voir par la suite. Nous savons que delta Q est égal à N, c'est delta T. Pour un gaz parfait, delta I, c'est une fonction de delta T. Comme delta T égale à 0, donc ça va donner 0. Selon le chemin C, où la transformation est isotherme. D'accord? Alors ensuite, on vous demande de calculer les travaux dans chaque cas. Alors, le travail ici, et le travail ici, et le travail ici. Et vous allez voir que le travail, il dépend du chemin suivi. Ça veut dire que le travail n'est pas une fonction d'état. Alors, le travail suivant le chemin 1. Le travail suivant le chemin 1, c'est le travail de 1 vers 1' plus le travail de 1' vers 2. De 1 vers 1', ça fait à volume constant. Et le travail à volume constant, c'est égal à 0. Alors là, le travail, c'est toujours l'intégrale de moins P dV. Le travail, c'est toujours l'intégrale de moins P dV. Alors ici, dV égale à 0 parce que V est constant. Et là, c'est l'intégrale de moins P dV. P est constant. Donc c'est moins P V2 moins V1'. C'est-à-dire c'est moins P2, V2 moins V1. Donc le travail de 1 vers 1' isocore, c'est 0. Et le travail de 1' vers 2, c'est isobar. Et donc c'est égal à moins P2, V2 moins V1', c'est égal à moins P2, V2 moins V1, et ainsi de suite. Et vous calculez, vous remplacez P2 par sa valeur. P2 par 3 bar, ça veut dire 3 10 à la puissance 5 pascal. Voilà, 3 10 à la puissance 5 pascal. Vous remplacez V1 par 3 litres et V2 par 1 litre. Donc 3 litres moins 1 litre. Mais le litre, vous le convertissez. Il faut le convertir. Le litre, il faut le convertir. Donc vous allez avoir 3 10 à la puissance moins 3 au mètre cube. 1 10 moins 3 au mètre cube. Alors 3 moins 1, il est positif. Donc vous allez avoir une valeur en joules, 600 joules, qui est positif. Ça veut dire que le travail, il est reçu puisqu'il est positif. Alors au niveau de la transformation numéro B, ici, ça va être quoi? Moins PdV, moins PdV. Alors ici aussi c'est isocore, donc travail égal à 0. Ici c'est isobar, donc c'est moins P, V2, moins V1. C'est moins P1. Corrigez ça, ça c'est P1, ça c'est P2. Donc là c'est moins P1, c'est la même chose. Donc, le travail au cours du chemin B, ça va être aussi donc moins P2, moins P1, V2 moins V1. Alors ici, V2 moins V1, il est toujours positif. Donc vous allez avoir un travail qui est égal à 200 joules. Il est positif, donc il est reçu. Donc déjà à ce niveau, le travail sur le chemin B, c'est 200 joules. Alors que le travail sur le chemin A, c'est 600 joules. Et 600, il est différent de 200. Donc le travail sur le chemin 1, il est différent du travail sur le chemin 2. Donc vous comprenez que le travail, il dépend du chemin suivi. Il dépend du chemin suivi. Donc le travail n'est pas une fonction d'état.
Pour le chemin C, vous écrivez que vous avez une transformation isotherme. Donc c'est l'intégrale de moins P dV. P c'est nRT divisé par V. nRT constante, T ne dépend pas de V, donc il est constante. C'est isotherme. Et donc, on va la sortir. Vous allez voir l'intégrale de D de V sur V. C'est log de V1 sur V2. V1 c'est 3 litres. V2 c'est 1 litre. Donc 3 divisé par 1, ça fait log de 3. Et de là, alors N, alors c'est comme, là il faut connaître le nombre de moles. Alors NRT, alors bon ici bien évidemment on vous a pas donné le NR, on vous a pas donné le N, mais on sait que NRT c'est une constante. Hein? Nous avons dit que PV est égal à une constante. Donc PV est égal à une constante et que PV est égal à NRT. Et donc PV est égal à NRT, ça veut dire que NRT est égal à P1V1 est égal à P2V2. Et donc je peux remplacer NRT soit par P1V1, soit par P2V2. Pourquoi? Parce que je suis dans une transformation isotherme et que le gaz il est parfait. Donc P fois V est égal à NRT. T constant, ça veut dire que PV constant. Et donc, ça veut dire que NRT est égal à PV constant. Ça veut dire est égal à PV dans l'état 1, c'est P1V1. Est égal à PV dans l'état 2, c'est P2V2. Et donc, vous faites le calcul, vous trouvez une valeur positive qui est quoi? 327 joules. Et donc, vous voyez bien que le chemin travail suivant C, ce n'est pas le travail suivant B, ce n'est pas le travail suivant C. Ça veut dire que le travail, il dépend du chemin suivant. Et vous voyez que les trois travaux, ils sont positifs. Ici, vous avez plus 600 joules, si vous avez plus 200, et si vous avez plus 300. Donc, les travaux, ils sont bien positifs. Ça veut dire que les travaux, ils sont reçus. Et dans ce cas, on dit que les travaux, ils sont résistants. L'autre jour, je vous ai dit, si vous avez le travail qui se fait, la transformation qui se fait de la droite vers la gauche, je vous ai expliqué ça dans une séance où je vous ai présenté le travail, et je vous ai dit que le travail, il peut être positif ou négatif. Et je vous ai dit, si le travail est négatif, on dit qu'il est moteur. Si le travail est positif, on dit qu'il est résistant. Et je vous ai dit que lorsqu'on se déplace de la droite vers la gauche dans le diagramme PV du clapeyron, eh bien le travail, il est positif, c'est un travail résistant. C'est le cas ici. Pour avoir un travail positif, il faut se déplacer de la droite vers la gauche. Pardon, il faut se déplacer de la gauche vers la droite. Pour avoir un travail négatif, il faut se déplacer de la droite vers la gauche. Et donc, dans ce cas, le travail, il est moteur. Alors, donc, vous connaissez delta U, c'est égal à 0. Vous connaissez le travail dans le chemin A, c'est égal à 600 joules. Quelle est la quantité de chaleur? Le système, il est fermé. Nous allons appliquer le premier principe de la thermodynamique. Delta U, qui est égal à 0, est égal à W plus Q. Et donc, c'est quoi Q? C'est moins W. Donc, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Je sais que delta est égal à 0. Je connais la valeur de Q pour la transformation A. Je connais la valeur de Q pour la transformation B. Et je connais la valeur de Q pour la transformation C. Donc, c'est quoi? C'est quoi W? Puisque delta égale à 0, W est égal à moins Q. W égale à moins Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, donc delta égale à 0, W égale à moins Q. Donc, suivant le chemin A, vous allez avoir QA c'est égal à moins WA, c'est égal à moins 600. QB c'est égal à moins WB, et WB c'est 200, donc ça va donner moins 200. QC c'est égal à moins WC, et WC c'est moins 300 et quelques. C'est négatif, c'est négatif, c'est négatif. Les trois quantités de chaleur sont bien données, ou bien perdues, ou bien cédées, ou bien fournies à l'extérieur. Ça veut dire la même chose. Perdu, fourni, cédé, donné, c'est la même chose. D'accord? Donc voici un exemple, un exercice d'application dans lequel on vous demande de calculer l'énergie interne, le travail et les quantités de chaleur.
Donc cet exercice, il faut bien le comprendre, et parce que vous aurez des exercices qui ressemblent à ça. Bien. Alors, on va voir la suite. Alors là, c'est l'exercice du TD. Donc tout ça, c'est le TD. Vous allez voir en TD. Bon, je suis arrivé à... Donc, je viens de terminer le chapitre numéro 1. Donc, sans tarder, je vais passer... Sans tarder, je vais passer au chapitre suivant. Donc, je vais passer au chapitre numéro 2. Alors, le chapitre numéro 2, donc je rappelle qu'au niveau du chapitre 1, nous avons vu en gros des généralités sur la thermodynamique. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer au chapitre 2, où nous allons étudier un type de système thermodynamique. Et ce système thermodynamique, c'est les gaz parfaits. Donc, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur les gaz parfaits. Vous connaissez qu'un gaz parfait, c'est un gaz qui est constitué de particules pratiquement libres les unes des autres. Donc il n'y a pas des interactions entre les particules. Et donc la pression elle est très très faible. La pression elle est très très faible. Et vous connaissez déjà l'équation d'état d'un gaz parfait. C'est P fois V. P fois V est égal à N RT. Donc pression fois le volume est égal à petit n fois R fois T. Et nous avons déjà vu les transformations. Nous avons déjà vu 4 transformations adiabatique, isotherme, isobar, isocore. Nous avons déjà calculé le travail pour une transformation adiabatique, le travail pour une transformation isocore, le travail pour une transformation isotherme et le travail pour une transformation isobar. Tout ça, nous l'avons vu. Nous venons de voir tout à l'heure, à la fin du chapitre numéro 1, la variation de l'énergie interne. Et nous avons vu ce qu'on appelle la loi de Joule, qui dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et donc, si vous avez une transformation isotherme, eh bien le delta U, c'est égal à 0. Et nous avons vu aussi que si vous avez un gaz, si vous avez un système thermodynamique fermé, le premier principe de la thermodynamique, c'est quoi? C'est le delta U entre l'état initial et l'état final. C'est tout simplement égal à la somme de la quantité de chaleur plus le travail échangé par le système au cours de cette transformation. Donc, vous voyez, on connaît beaucoup de choses déjà sur les gaz parfaits. Et le premier principe, je viens de l'annoncer tout à l'heure, donc on va encore développer un peu ça pour ce système particulier, pour cet exemple, ou bien pour ce cas particulier de système thermodynamique, qui est les gaz parfaits. Donc je ne vais pas m'attarder. Et donc je rappelle tout simplement que bien, donc le gaz parfait, vous connaissez la relation, vous connaissez tout ça. Alors le gaz parfait, c'est un gaz qui a une équation d'état P fois V est égal à nRT. C'est un gaz dans lequel les molécules n'ont aucune interaction mutuelle. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules elles sont loin les unes des autres. Donc il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'interaction. Ça veut dire que la pression, elle est comment? Elle est très très faible. Et donc P fois V est égal à nRT. Là, je rappelle, P c'est la pression, il s'exprime en Pascal. V c'est le volume, il s'exprime en mètre cube. N c'est le nombre de moles. C'est un nombre, il n'a pas d'unité. R c'est la constante des gaz parfaits. Alors généralement on utilise 831, 832. D'accord. Et T c'est la température en Kelvin. Et donc toutes les unités que vous avez là sont exprimées dans le système international des unités. Alors généralement je peux diviser ici par la masse. Je peux remplacer petit n. N c'est quoi? C'est la masse de la particule divisée par la masse molaire. Donc si je remplace
si je remplace petit n, je le remplace par petit m divisé par grand M. M, c'est la masse du système. N, c'est le nombre de moles qui se trouve dans le système. M, c'est la masse de ces moles. Et donc, c'est quoi petit n? C'est petit n divisé par grand M. M, c'est ce qu'on appelle la masse molaire, la masse d'une mole. D'accord? N, c'est le nombre de moles. Chaque mole, il a une masse qui est égale à grand M. Et petit m, c'est la masse de l'ensemble. Et donc, petit n, c'est quoi? C'est tout simplement petit m divisé par grand M. Et donc, P fois V, qui est égal à nRT, si je remplace petit n par petit m divisé par grand M, je vais faire apparaître ici petit m, je vais le garder, t, je vais le garder, et le grand R divisé par grand M, le grand R divisé par grand M, je vais l'appeler petit r. Je vais l'appeler petit r. Et donc, je vais avoir une nouvelle formulation de l'équation d'état d'un gaz parfait. C'est P fois V est égal à quoi? nRT, le nombre de moles, ou bien petit m, petit r, pour grand T. Petit m, c'est la masse. C'est-à-dire que si dans un exercice, on vous donne le petit n, on vous dit que vous avez un certain nombre de moles. Si on vous donne le nombre de moles dans un exercice, donc il vaut mieux travailler avec ça. Mais si on vous dit dans un exercice que vous avez un système qui a une masse de 10 grammes, donc si on vous donne la masse, donc il vaut mieux travailler avec ça. D'accord? Alors si vous travaillez avec petit n, il faut utiliser grand R. Et c'est quoi grand R? C'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,32 ou bien 8,31, ça dépend de l'exercice, joules par Kelvin. Mais si vous utilisez la masse, attention, il ne faut pas utiliser grand R. Il faut utiliser petit r. Et c'est quoi petit r? C'est grand R divisé par grand M. Le grand R, c'est toujours la constante des gaz parfaits, mais il faut diviser par quoi? Il faut diviser par la masse molaire. Et donc, si vous avez petit n et que vous voulez utiliser cette relation, il faut connaître la masse molaire de votre système. Il faut connaître la masse molaire. Donc, dans les exercices, souvent, vous serez amené de travailler soit avec cette relation avec le n, le nombre de moles, soit avec cette relation avec m, c'est la masse. Mais attention, ici c'est la constante des gaz parfaits. Ici ce n'est pas la constante des gaz parfaits, mais c'est la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire. Alors si vous avez une mole, si on vous dit que vous avez un système thermodynamique qui a une mole, donc il suffit de remplacer ici n par 1. Parce que vous avez une mole 1. Et donc vous allez avoir P fois V est égal à quoi? Est égal à RT. Si vous avez, on vous dit que vous avez un système qui a une masse unité. 1 kg. Une masse unité, ça veut dire que petit m est égal à combien? 1 kg. Donc vous remplacez ici m par 1 kg. Donc vous allez avoir quoi? P fois V est égal à quoi? 1 kg c'est 1 fois RT. Alors attention, une masse unité c'est 1 kg, ce n'est pas 1 gramme. Parce que si vous utilisez 1 gramme, et pour utiliser ça, il faut travailler dans le système international, il faut convertir le gramme en kilogramme. Et donc si on vous dit que vous avez une masse de 1 gramme, et bien 1 gramme c'est combien si vous le convertissez en kilogramme? 1 gramme c'est 10 à la puissance moins 3 kg. Donc lorsque je dis la masse unité, ça veut dire que petit m est égal à 1, mais exprimé dans le système des unités internationales. Et le système des unités internationales pour la masse, c'est le kilogramme. D'accord? Donc si je dis une masse unité, ça veut dire m est égal à quoi? 1 kilogramme. Il faut que ça soit clair. Une mole, c'est une mole. Le nombre de moles, il n'y a pas d'unité. Donc là, vous prenez n égale à 1, ou bien 2, ou bien je ne sais pas quoi. Lorsque vous dites n égale à 1, une mole, c'est là, n égale à 1. Il n'y a pas d'unité. Mais pour la masse, une masse unité, ça veut dire 1 kg. Il faut toujours travailler dans le système des unités internationales. Alors là, c'est les différents diagrammes qu'on peut vous demander d'utiliser dans les exercices. Alors ici, vous avez le diagramme que nous avons vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons vu P en fonction de V. Ça, c'est le diagramme. Tous ces diagrammes-là, il s'appelle le diagramme de Clapeyron. Vous pouvez tracer P en fonction de V.
Vous pouvez tracer P en fonction de T. Vous pouvez tracer T en fonction de V. Et là, vous pouvez tracer P en fonction de V aussi. C'est la même chose. D'accord? Donc, bon, généralement, on utilise celui-là. Donc, vous avez vu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les séances passées. Je vous ai toujours parlé de P en fonction de V. Donc, généralement, on utilise ça. Et alors, si on utilise ça, sachant que vous avez un gaz parfait, donc vous avez P fois V est égal à nRT. Si vous avez par exemple des transformations isothermes, ça veut dire T constant, ça veut dire P fois V est égal à une constante. P fois V égale à une constante, ça veut dire P est égal à une constante divisée par V. Donc P est égal à une constante divisée par V, c'est comme si vous avez f du x, P est égal à une constante divisée par x, V. Et donc vous allez avoir des courbes qui sont comme ça. Ça c'est les isothermes. Si vous êtes dans le diagramme P en fonction de T, vous allez avoir des droites si vous avez des transformations isochores. Parce que isochore, ça veut dire quoi? Vous avez P fois V est égal à nRT. Donc si vous avez une transformation isochore, V est constant. Donc suivez-moi, P fois V égale à nRT, V constant. Donc c'est comme si vous avez P est égal à quelque chose et une constante fois T. P est égal à quelque chose qui est constant fois T, donc vous allez avoir des droites. La même chose ici, si vous êtes dans un diagramme T en fonction de V et que vous avez des transformations isobars, vous allez avoir des droites. Pourquoi? Parce que toujours vous utilisez la relation P fois V est égal à nRT. Mais vous représentez T en fonction de V. Donc P fois V est égal à nRT et que P est constant. Ça veut dire que T est égal à une constante fois V. T est égal à une constante fois V, donc vous allez avoir des droites. C'est comme si vous avez f de x est égal à a fois x. Alors, il y a ce qu'on appelle le gaz parfait, donc c'est ce que nous venons de voir. C'est le gaz parfait, donc c'est ce que nous venons de voir. C'est un gaz dans lequel il n'y a pas d'interaction. C'est un gaz dans lequel il y a des très faibles pressions. C'est un gaz dans lequel P fois V est égal à nRT. Un gaz parfait, c'est PV égale à nRT. Mais il peut y avoir aussi un gaz semi-parfait. Parce qu'un gaz parfait à 100%, ça n'existe pas. Mais un gaz semi-parfait, on peut dire aussi qu'ils ont la même équation d'état. Alors pour le gaz parfait, les chaleurs Cp et Cv sont constantes vis-à-vis du temps, vis-à-vis de la température. Pour un gaz parfait, les chaleurs massiques ou bien les capacités calorifiques Cp à pression constante et Cv sont constantes vis-à-vis de la température. Mais si vous considérez un gaz semi-parfait, ça veut dire qu'il n'est pas parfait à 100%, et bien ces chaleurs massiques, ils dépendent de la température. La chaleur massique, j'ai déjà parlé de ça lorsque je vous ai parlé des transformations adiabatiques. Et dans ces transformations adiabatiques, je vous ai dit que vous avez une équation de plus, c'est P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Et ce gamma, j'avais dit que c'était égal à quoi? C'était Cp sur Cv. Et bien c'est Cp, Cv là. Et donc, si on vous dit que vous avez un gaz parfait, automatiquement, vous considérez que Cp et Cv sont constantes et ne dépendent pas de la température. Donc, chaque fois que dans un exercice, si je vous dis que vous avez un gaz parfait, donc automatiquement, vous avez des valeurs constantes de Cp et Cv. Mais si on vous dit un gaz semi-parfait, donc il faut que Cp et Cv dépendent de T. Donc, c'est égal à alpha fois T ou bien T carré, je ne sais pas quoi. Donc, ce sont des fonctions de T. Les gaz réels, ce sont les gaz qui ne sont pas parfaits. Leur équation d'état, il varie, il est différente de celle-ci. Donc, vous avez les équations d'état qui ressemblent à ça. C'est ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals. Donc, ça, c'est pour un gaz. C'est une relation entre P fois V fois T. P, il est là, V, il est là, V, il est là, et T, il est là. Et vous avez des N, c'est toujours le nombre de moles, mais vous avez des coefficients A et B. Les coefficients A et B sont des constantes qui caractérisent le système, le gaz. Et donc un gaz réel, les gaz réels, le gaz que vous avez à la maison, les gaz que vous avez dans un ballon de football, le gaz, ce ne sont pas des gaz réels parce qu'il y a une grande pression.
Si vous gonflez un ballon de football si vous le gonflez, ben, il y a une grande pression à l'intérieur. Ça veut dire que les molécules sont très proches les unes des autres. Et donc, on ne peut pas dire que un gaz qui se trouve dans un ballon, qui est comprimé dans un ballon de football, on ne peut pas dire qu'il est parfait, donc on ne peut pas dire que son P fois V est égal à NRT. Mais on va dire que c'est un gaz réel. Donc, les gaz parfaits sont les gaz où il y a une très faible pression. Leur équation d'état, il s'écrit sous cette forme-là. Et leur Cp et leur Cv ne dépendent pas de la température. La chaleur Q, bon ça je l'avais déjà vu. On a déjà vu ça. Tout ça, on l'avait déjà vu. Je ne sais pas pourquoi je le... Voilà. Donc, le premier principe de la thermodynamique, on l'avait vu, on l'a vu tout à l'heure. C'est la variation de l'énergie interne entre l'état initial et l'état final. C'est égal à la somme des quantités de chaleur et du travail échangé. Ici, vous avez la loi de Joule. Tout à l'heure, à la fin du chapitre 1, je vous ai énoncé la loi de Joule. La loi de Joule, c'est que l'énergie d'un gaz parfait, il dépend que de la température. Donc ça, je l'avais énoncé tout à l'heure. Mais vous avez, vous avez le principe de l'expérience. Et ça, c'était le dispositif expérimental utilisé par Gueule-Sac. Donc ça existe encore, ce système-là. Et donc, ce compartiment, il est là. Ce compartiment, il est là. Le robinet, il est là. Donc, on peut ouvrir, on peut fermer. Et donc, vous avez une démonstration qui vous dit que pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. Alors, calcul des variations des fonctions d'état. Alors, les fonctions d'état, j'avais dit qu'il y a 3 fonctions d'état. Il y a l'énergie interne U, il y a l'enthalpie H, il y a l'entropie S. Alors, delta U, nous avons dit que... Alors ici, vous avez à l'échelle élémentaire, au niveau élémentaire, D de U, une variation élémentaire de l'énergie interne. Ça, c'est le premier principe. C'est égal à quoi? C'est égal à delta Q plus delta V. Ça veut dire la quantité de chaleur et le travail élémentaire échangé pendant une durée élémentaire de temps pour laquelle la variation d'énergie interne se déduit. Donc ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. C'est quoi delta W? C'est moins P de dV. Donc vous avez D de U est égal à delta Q moins P de V. Et c'est quoi D de U? D de U, c'est delta Q à volume constant. Donc si vous prenez un volume constant ici, D de V égale à 0. Et qu'est-ce qui va rester? D de U est égal à delta Q à volume constant. Parce que si vous prenez un volume constant, D de V égale à 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester delta Q, mais à volume constant. Et c'est quoi delta Q à volume constant? Nous l'avons vu l'autre jour. C'est CV dt. Check. Et donc, c'est quoi delta U? Si vous faites l'intégrale, de ça, vous allez avoir delta U. Vous faites l'intégrale de ça. C'est V, est-ce qu'elle dépend de T? Non. C'est V ne dépend pas de T parce que, d'après ça, pour un gaz parfait, Cp et Cv sont constantes vis-à-vis de T. Donc si j'intègre ceci, je vais avoir delta U. Cv n'est pas il est constant, je le sors, donc vous allez avoir Cv delta T. Donc le delta U pour un gaz parfait, c'est tout simplement Cv delta T. Et donc ici, si vous avez une transformation isotherme, T1 est égal à T2, et ça vous donne delta U pour un gaz parfait égal à 0. Donc ça, D de U est égal à Cv dt, et delta U est égal à quoi? Par intégration Cv delta T. Ça correspond à la variation de l'énergie interne. La première fonction d'état.
La première fonction d'état, c'est l'énergie interne. Il y a une autre fonction d'état qui s'appelle l'enthalpie H. Et c'est quoi l'expression de l'enthalpie H? C'est U plus PV. U, c'est toujours l'énergie interne, et PV, c'est le produit P fois V. Pression, volume. Delta Q, c'est égal à quoi delta Q ici? C'est égal à D de H moins V dP. Alors ici, si vous calculez D de U, quoi est égal à D de H ici? D de H, c'est égal à D de U plus D de PV. D de U, il est là, c'est delta Q moins PdV. D de PV, c'est quoi? C'est PdV plus VdP. Donc en simplifiant par quelque chose, vous allez avoir D de Q, ou bien delta Q, ça c'est delta Q, c'est égal à D de H moins VdP. Et donc, ça veut dire que D de H, il est là. Si vous prenez la pression constante ici, ce terme, il va partir. Et donc, D de H est égal à delta Q à pression constante. D de H est égal à delta Q à pression constante. Et c'est quoi delta Q à pression constante? Delta Q à volume constant, c'est CV dt. Delta Q à pression constante, c'est CP dt. Et donc ici, par intégration, donc vous allez avoir D de H est égal à CP dt. Par intégration, j'ai un gaz parfait. CP ne dépend pas de T, je vais le sortir. Je vais donc avoir delta H est égal à CP delta T. Donc la même chose ici, si vous avez une transformation isotherme, T2 est égal à T1, et bien delta H égale à 0. Et donc en conclusion, vous avez deux fonctions d'état, U et H. U, c'est l'énergie interne. H, c'est l'enthalpie, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. D'accord? Et donc, delta U, c'est CV delta T, et delta H, c'est CP delta T. La différence, c'est ici. Ça, c'est C à volume constant, et ça, c'est C à pression constante. Mais si vous avez une transformation isotherme, T2 égale à T1, T2 égale à T1, vous allez avoir delta égale à 0, vous allez avoir delta H égale à 0. La troisième transformation, donc ici, voilà, la troisième fonction d'état, c'est ce qu'on appelle l'entropie S. Alors l'entropie, elle est définie de quelle manière? Elle est définie par D de S est égal à delta Q réversible sur T. Delta Q réversible sur T. Delta Q réversible, c'est la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation réversible. D'accord? Donc delta S, si je fais l'intégration, delta S, donc ça va faire S2 moins S1, c'est égal à l'intégrale de ça. C'est égal à l'intégrale de delta Q sur T. Et donc ici, vous avez trois fonctions d'état, l'énergie interne U, l'enthalpie H, H est défini par H est égal à I plus PV, et l'entropie qui est définie par le fait que D de S est égal à delta Q réversible sur T. Bien, je vais... Alors, le premier principe, il vous donne toujours D de U est égal à delta Q plus W. D de S, d'après la définition de tout à l'heure pour l'entropie, c'est égal à delta Q réversible sur T. H, nous avons vu que c'est égal à I plus PV. Delta Q, vous corrigez ça s'il vous plaît, ça c'est delta Q est égal à D de H moins V dP. Et donc, vous avez un gaz parfait, l'équation d'état c'est PV est égal à nRT ou bien c'est égal à petit m fois petit r fois T. Vous avez D de U est égal à CV dt, vous avez D de H est égal à CP dt. Et donc, à quoi est égal delta Q? Delta Q, c'est quoi? C'est CV dt plus PDV, c'est CP dt, hein? D'accord? Parce que c'est quoi D de U? C'est delta Q plus delta, c'est delta Q plus delta W. Donc c'est égal à delta Q plus delta W. Voilà. D de U, c'est égal à delta Q sur W. Donc D de U, il est là. Delta U,
Et donc delta I, il est là, yak. Delta I, il est là. Vous remplacez delta I ici par CV dt. Donc vous allez avoir CV dt est égal à delta Q plus dv. C'est quoi delta W? C'est moins P dv. Donc delta Q est égal à D de U ici, CV dt. Moins P dv, vous le ramenez ici. Donc ça va faire plus P dv. Ici, D de H. Ici, delta Q est égal à quoi ici? Delta Q est égal à quoi ici? C'est égal à D de H. Ici, quoi D de H? C'est Cp dt. Cp dt moins V dp. Donc vous avez Cp dt. Donc vous avez delta Q qui peut être égal à Cp à Cv dt plus P dv. Ou bien delta Q. Vous corrigez ça s'il vous plaît. Ça c'est delta Q. Ça c'est delta Q. Donc delta Q est égal à Cv dt plus P dv. Ou bien, c'est la même chose. C'est égal à Cp dt moins V dp. Alors, ces deux choses-là, si vous dites que ça c'est égal à ça, vous factorisez ici, regardez. Vous pouvez ramener ce terme-là, vous factorisez par dt, vous allez avoir Cp moins Cv. Et donc, vous pouvez faire une petite démonstration et vous arrivez à cette relation qui est très importante, qui s'appelle la relation de Maillère. Et que cette relation de Maillère, c'est grand Cp moins grand Cv est égal à petit r fois grand R. N, c'est le nombre de moles. R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,32. Cp et Cv sont les capacités, les capacités calorifiques. Les capacités calorifiques, le grand Cp et le grand Cv. Voilà. Et Cp et Cv s'expriment en quoi? Ils s'expriment en joules par Kelvin. Ils s'expriment en joules par Kelvin. Alors, si je divise ici par Cv, je vais obtenir quoi? Cp sur Cv, c'est gamma. Cv sur Cv, c'est 1. N, R sur Cv. Donc je vais avoir quoi? Si je divise ici par Cv, je divise ici par Cv. Je vais avoir gamma moins 1 est égal à NR sur Cv. Ça veut dire que Cv est égal à NR sur gamma moins 1. Et comme gamma c'est égal à Cp sur Cv, ça veut dire que Cp est égal à gamma fois Cv. Ça veut dire que Cp est égal à gamma fois Cv. Donc il faut multiplier ça par gamma. Et donc Cp est égal à gamma, elle est là, fois ceci qui représente Cv. Et donc, si dans un exercice, on vous donne la valeur de gamma, et on vous donne la valeur de n, avec ces relations-là, il faut calculer quoi? Cp et Cv. Et ce Cp et Cv, c'est ce que vous allez utiliser ici. D'accord? Alors, à quoi est égal d de s? D de s est toujours delta Q sur T. Delta Q, il est là. Delta Q, il est là. Donc, pour obtenir d de s, en utilisant cette relation-là, il faut diviser delta Q par T. Donc, delta Q divisé par T ici, ça va faire Cv d de T sur T, il est là. Plus P dv sur T. P dv sur T. Donc, P dv sur T. Alors, donc vous allez avoir P dv sur T. P dv sur T. Donc, vous allez avoir P sur T fois dv. Ici, quoi P sur T? P sur T, si vous utilisez l'équation d'état P fois V égale à nRT, donc vous allez avoir P divisé par T est égal à nR divisé par V, en utilisant l'équation d'état. Maintenant, je vais utiliser la deuxième équation ici. D de S est égal à delta Q sur T. Delta Q sur T. Je vais voir Cp d de T sur T. Cp d de T sur T. Moins V d de P sur T. D de P, il est là. Donc, V d de P sur T. V sur T. V sur T, si vous utilisez l'équation d'état P fois V égale à nRT, vous allez arriver à écrire que V divisé par T est égal à nR divisé par P. Donc, voici les deux expressions qui vous permettent de calculer l'entropie d'un système thermodynamique. Ici, d de S exprimé en fonction de T, en fonction de d de T, en fonction de d de V. Ici, d de S exprimé en fonction de d de T et en fonction de d de P. Et donc, si je fais l'intégration de ça, il faut faire l'intégration ici.
faire l'intégration ici. Si je fais l'intégration ici, il faut faire l'intégration là et l'intégration ici. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, si vous prenez la première équation, l'intégrale de 2 de S, ça va faire delta S. Entre l'état initial et l'état final, ça veut dire S2 moins S1. Est égal à CV ne dépend pas de T, CP ne dépend pas de T, parce que je suis dans un gaz parfait. Donc, ça va faire CV log de T2 sur T1, plus NR log de V2 sur V1. Delta S ici, c'est CP delta T. Donc, CP log de T2 sur T1, log n'est plus rien, moins NR log de P2 sur P. Et donc, ça, ce sont les relations qui vous permettent de calculer le delta S pour un gaz parfait. Alors là, on peut envisager les différentes transformations. Si vous avez une transformation isocore, ça veut dire une transformation qui se fait à volume constant. Ça veut dire V2 est égal à V1, ça veut dire V2 sur V1 est égal à 1, ça veut dire log de 1 c'est 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester delta S égal à CV log de T2 sur T1. Si vous êtes dans une transformation isobare, ça veut dire P2 est égal à P1. Ça veut dire P2 sur P1 est égal à 1. Log de 1 c'est 0. Donc ça veut dire que delta S est égal à CP log de T2 sur T1. Si vous êtes dans une transformation isotherme, ça veut dire que T2 est égal à T1, T2 sur T1 est égal à 1, log de 1 égale à 0, ce terme-là, il va partir. Qu'est-ce qui va rester? Delta S est égal à NR log de V2 sur V1. La même chose ici, ce terme, il va partir. Donc vous allez voir aussi delta S est égal à moins NR log de P2 sur P1. Donc pour une transformation isotherme, vu que ce terme ne va pas exister, delta S est égal à cette quantité-là, ou bien cette quantité-là. D'accord? Et bien évidemment, CP, CV sont supposés indépendants de T. Pourquoi? Parce que je parle d'un gaz parfait. Voilà, donc je vais m'arrêter là à ce niveau-là. Et donc, je vous remercie de votre attention. Salam alaikum.